Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de mon expérience dans l'approche Une seule santé. Puis, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas. Et de comment j'ai appris à adopter cette approche un petit peu sur le terrain, sur le tas, si j'ose dire, en ayant travaillé sur plusieurs zoonoses parasitaires dans plusieurs pays du monde. Donc, pour commencer, l'approche Une seule santé, qui est qualifiée de One Health en anglais, souvent, dans les bouquins sur une seule santé, on croit que l'origine du terme et de l'idée proviendrait des années 1800. Par exemple, il y a un médecin, Rudolf Virchow, qui, lui, était convaincu qu'il n'y avait pas de barrière scientifique entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine. Et qu'il ne devrait pas y en avoir. Il s'est fait un petit peu traiter de fou parce que, il pensait qu'il y avait les humains étaient des animaux. Donc, il a fallu qu'il défende ses idées. Il y a William Osler, qui lui est canadien, qui enseignait à la fois à la faculté vétérinaire et à la faculté de médecine. Puis, en faisant lui-même de la médecine comparée, bien évidemment, il s'est rendu compte qu'on n'était pas si différent ça entre espèces animales. Mais vraiment le bouquin qui, tout au moins dans le monde vétérinaire, qui a vraiment eu énormément d'impact, c'est celui de Calvin Schwabe, qui est sorti en 1969, et où il a dit qu'il n'y a aucune différence de paradigme entre médecine humaine et médecine vétérinaire. Les deux sciences partagent un corpus commun de connaissances en anatomie, physiologie, pathologie sur les origines et les maladies chez toutes les espèces. Puis moi, j'ajouterais que c'est la même chose en médecine de population et en épidémiologie et en santé publique. Tout ça, toutes ces idées ont fini par mener à une conférence internationale en 2004 où des chercheurs et des décideurs se sont réunis pour mettre en place ce qu'on appelle les principes de Manhattan, qui sont 12 recommandations à ce qu'on ait une approche plus holistique pour prévenir les maladies épidémiques et épizootiques, pour maintenir les écosystèmes. Puis au final, ça bénéficie pas seulement les humains, mais aussi les animaux et la biodiversité. Maintenant, ça, c'était très axé sur les maladies infectieuses, mais c'est quand même un bon départ. Puis ensuite, ces mêmes principes ont aussi été adoptés en 2008 par l'AVMA, l'Association vétérinaire américaine, qui a mis en place le One Health Coalition. Et eux ont voulu vraiment pousser cette collaboration mondiale et entre disciplines pour essayer d'atteindre une santé tant chez les animaux que les humains que l'environnement. Mais, à mon avis, donc on commence toujours dans les bouquins à parler d'une seule santé à partir des années 1800. Moi, je pense que c'est en fait, l'évidence nous montre que c'est beaucoup plus vieux que ça. Par exemple, en 1303, il y a une charte qui a été signée à Mirepoix, qui était donc dans le sud de la France, où il y avait les cathares et les parfaits, qui, eux, étaient végétariens et qui voulaient donc imposer à Mirepoix le fait que tout le monde devienne végétarien, parce que manger des animaux, c'était impur. Mais les bouchers n'étaient pas heureux de ça. Alors, ils sont allés voir le maire puis les politiciens, et puis ils se sont retrouvés avec une charte de 24 articles où, ce qui est vraiment intéressant, selon moi, ils reconnaissaient que la consommation de viande venait avec des périls, ce qui est très, très semblable à ce qu'on fait aujourd'hui dans l'évaluation du risque provenant d'infections dans les aliments. Et cette charte imposait l'inspection des marchés et de tous les animaux. Et ce qu'il dit, c'est on vendra donc du mouton, du bœuf et du porc, mais à une condition que leur chair soit bonne, utile et non malade.
Ça, selon moi, c'est vraiment l'origine, entre autres, de une seule santé, de reconnaître que de manger un animal malade peut rendre l'humain malade. Ce bouquin, d'ailleurs, de Madeleine Ferrière est fascinant. C'est vraiment intéressant, si vous avez le temps. Donc, une seule santé, souvent référée à un parapluie sous lequel il y a de très nombreuses disciplines, quoique, bon, à mon avis, ce parapluie-là, il devrait être encore plus large, mais il inclut donc tant la santé des écosystèmes que celle des populations, que celle des individus, donc à plusieurs niveaux d'organisation, mais aussi différentes disciplines en sciences de la santé, et ça affecte tant les maladies zoonotiques que la médecine comparative, mais il manque dans ce parapluie, sous ce parapluie, à mon avis, puis à l'avis de plusieurs, les sciences sociales, puis tout ce qui est humanité, justement, parce que, veut pas, la grande majorité des maladies tant infectieuses que non communicables, c'est un anglicisme, dépendent des comportements. Alors, d'ignorer les sciences sociales, c'est un petit peu naïf pour pouvoir vraiment avoir une réelle approche inclusive. Donc, juste pour vous donner une petite idée, si on regarde uniquement les maladies infectieuses, donc les zoonoses, ce sont des maladies transmissibles entre animaux et humains. Et puis, ça peut être d'un côté à l'autre. Ça peut aller de l'humain à l'animal ou de l'animal à l'humain ou des deux. Hein? C'est pas toujours les animaux qui infectent les humains. Souvent, les humains infectent les animaux. Il y a à peu près 60% des maladies infectieuses connues qui affectent les humains qui sont zoonotiques. Donc, mais ce n'est pas surprenant. Hein? Si on regarde l'ADN, on n'est pas si différents que ça, puis on est tous des animaux. Il y a au moins 75% des maladies émergentes qui ont une origine animale au départ. On estime qu'il y aurait peut-être 5 nouvelles maladies qui affectent l'humain infectieuse. 3 d'entre elles ayant une origine animale et 80%, bon, des agents pourraient être des agents de bioterrorisme parce que, évidemment, une infection qui affecte non seulement les humains, mais qui aussi dévasterait toute l'agriculture serait bien pire que l'une qui n'affecte que l'humain, comme celle qu'on connaît actuellement. Donc, ce que cette figure démontre ici, c'est que ce n'est pas toutes les infections qui deviennent totalement zoonotiques, à savoir qui continuent à se transmettre entre les animaux et les humains. Certaines, comme l'Ebola, vont se transmettre d'abord à un primate, par exemple, puis ensuite peut créer des éclosions modérées. Certaines autres, comme la dengue, encore une fois, vont avoir une origine chez l'animal, puis devenir plus transmissibles entre humains et créer des éclosions à plus long terme, ou même la dengue dans certains pays est même endémique maintenant. Et d'autres maladies vont avoir une origine animale, mais devenir humain uniquement parce que c'est beaucoup plus efficace pour le virus de survivre dans l'hôte humain que dans d'autres hôtes. Ce fut le cas du VIH, par exemple, qui a émergé dans plusieurs endroits, puis c'était différentes souches en Afrique, à cause, entre autres, de la chasse illégale des primates. Mais donc là, surtout en ce moment avec la COVID, on parle beaucoup des maladies en émergence, mais la majorité des zoonoses que l'on connaît sont endémiques. Donc, elles existent depuis des années, sont bien établies dans les populations. Et bon, ce qui, moi, m'intéresse particulièrement, ce sont les maladies tropicales négligées. L'OMS en reconnaît, il y en a combien? 3, 7, je ne sais pas, une vingtaine. De celles-ci, il y en a plusieurs qui sont zoonotiques. Puis quand c'est zoonotique, ça fait que c'est beaucoup plus compliqué à contrôler. Parce qu'évidemment, imaginez qu'on pourrait, par exemple, si on traitait tous les humains, puis c'est ça qui est en train de se passer avec
la schistosomiase ou bilharziase, qui est un parasite du foie, un parasite plat, qui, en Afrique, par exemple, peut causer des gros problèmes génitaux chez les femmes avec schistohématobium. Puis ça fait des années que l'OMS promeut l'administration de médicaments de masse dans les populations pour contrôler ce type de maladie. Mais on vient de se rendre compte il n'y a pas si longtemps que cette souche peut échanger de l'ADN avec la souche qui existe chez le bovin, Schistosoma bovis. Alors, ça fait des années qu'on essaie de contrôler cette maladie-là, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a possiblement un réservoir animal. Puis avant, on ne le savait pas parce qu'on n'avait pas les outils génétiques pour démontrer ça. Donc, en ce moment, ce tableau-là, j'ai en vert ce qui nous semble être zoonotique, mais c'est possible que ça change avec le temps si on se rend compte qu'il y a plus de transmission entre espèces animales. Puis, ils viennent d'ajouter ce que j'ai trouvé très intéressant, les venins qui, évidemment, proviennent de morsures de serpents. C'est pour ça que j'ai dit mouet, parce que c'est pas vraiment une zoonose, mais évidemment, bon, ça implique la présence d'un animal, le serpent. La liste de l'OMS, même si on parle uniquement des maladies négligées, le problème, c'est qu'il y a énormément d'autres infections zoonotiques qui affectent les populations les plus pauvres, les plus vulnérables dans le monde, qui ne sont même pas sur la liste des maladies négligées. Donc, elles sont trop négligées pour faire la liste des maladies négligées. Puis celles-là, souvent, on n'en parle pas du tout, malgré le fait que l'OMS reconnaît quand même plus de 200 zoonoses. Et il faut aussi ne pas oublier que, bon, c'est un départ, cette liste, mais les maladies animales qui affectent seulement les animaux affectent aussi la santé publique. L'OMS estime qu'il y a 600 millions de personnes qui sont directement dépendantes d'animaux pour survivre. Donc, il va y avoir, bon, quelques poulets, quelques porcs, et dans certaines régions, c'est jusqu'à 70% des populations rurales qui survivent seulement avec leurs quelques petits animaux de basse-cour. Donc, une seule santé parle de ça aussi, que si les animaux sont malades, même si la maladie elle-même ne se transmet pas à l'humain, elle peut créer des famines, elle peut avoir un effet dévastateur pour les populations. Bon, ça, on n'est pas obligé de regarder tout ça, là, mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a de nombreuses maladies parasitaires zoonotiques qui sont associées à ce qu'on appelle en général des maladies chroniques ou des maladies non transmissibles. Par exemple, la toxoplasmose, qui est donc une maladie qui normalement se transmet entre les chats et les rongeurs, mais qui peut aussi affecter les ongulés, donc moutons, chèvres, bovins, etc. Les humains, quand on mange la viande peu cuite, peuvent se retrouver avec la toxoplasmose et on s'est rendu compte très récemment que ça avait un impact très important sur la santé mentale, entre autres la schizophrénie. Historiquement, on disait toujours que toxoplasmose, c'est un problème pour les femmes enceintes, pour les fœtus, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça se peut qu'il y ait aussi des problèmes de dépression associés avec cet agent infectieux-là. Il y a aussi la toxocariase qui, elle, provient des chats et des chiens. C'est des vers ronds qu'on retrouve dans le sol qui peuvent survivre même à nos hivers au Québec et qui, eux aussi, ont été associés à des problèmes de santé mentale. Mais c'est excessivement difficile à mesurer, tant toxoplasma que toxocara, parce qu'on n'a pas de diagnostic pour identifier le parasite dans le cerveau. Il n'y a pas d'imagerie, il n'y a pas de standard. Donc, on l'ignore, c'est comme si ça n'existait pas, puis on met tout sous le chapeau des maladies chroniques. Alors que ce sont des maladies complètement qu'on pourrait contrôler, qu'on pourrait prévenir. La figure à droite, ça démontre la proportion de personnes souffrant d'épilepsie qui est causée par la neurocysticercose. La neurocysticercose, c'est l'infection du cerveau avec Taenia solium, le ver solitaire.
qui, normalement, se transmet entre les porcs et les humains. Puis ça, je vais en parler un petit peu plus tard, mais dans une méta-analyse, on avait démontré que c'est à peu près 30% des gens avec de l'épilepsie qui souffraient de neurocercose dans les endroits endémiques. Quand on pense que dans nos pays plus riches, il y a 66% des épilepsies dont l'origine est inconnue, c'est quand même incroyable qu'on sera en mesure de prévenir 30% de toutes les épilepsies dans ces populations-là. Il y a d'autres types de conséquences des maladies, entre guillemets, chroniques. Par exemple, les liver fluke, je ne suis pas sûre c'est quoi en français, mais en Asie, entre autres en Thaïlande, il y a un de ces vers, Opistorchis, qui cause la grande majorité de tous les cancers du foie. C'est excessivement endémique et puis c'est comme 80-90% des cancers du foie qui sont causés par un parasite qui se transmet entre les poissons et les humains. Puis finalement, là j'ai parlé un petit peu des conséquences des infections qui peuvent avoir des séquelles entre guillemets chroniques, mais c'est beaucoup plus que ça, là, une seule santé, c'est que l'environnement, tout le monde, tant les animaux que les humains ou les animaux non humains, dépendamment comment on veut les qualifier, subissent leur environnement. Mais ils peuvent le subir de façon positive ou négative. Ce n'est pas toujours négatif. Mais par exemple, si on prend la pollution de l'air, ben, elle n'affecte pas seulement les humains. Je veux dire, il y a des animaux qui souffrent d'asthme. Il y a des animaux de la faune qui peuvent mourir à cause de ça. Les métaux lourds ont pu décimer certaines populations. Les toxines dans l'eau, ça fait des années qu'on parle de grenouilles avec 8 pattes. C'est pas seulement les humains qui sont affectés. Puis il est temps de se réveiller et de se rendre compte qu'il va falloir faire quelque chose si on ne veut pas décimer la majorité de ce qui est vivant. Quoique les animaux et les plantes sont drôlement plus solides que les humains. Mais quand même, il faut réaliser que sans une approche inclusive, on ne pourra pas survivre, ni les uns ni les autres. Donc, il est temps de réaliser ça pour aller de l'avant et de travailler ensemble pour se sauver nous-mêmes, les humains, puis en sauver quelques-uns sur la planète aussi. Donc, pour en revenir à ce que moi j'ai fait, tout ça, c'est des choses auxquelles j'ai pensé avec le temps, mais ce qui m'a amené à ça, c'est donc ces fameuses zoonoses tropicales négligées. Donc, ça peut se transmettre d'animaux vertébrés à l'humain et vice-versa. Elles ont souvent des séquelles chroniques. Et honnêtement, on ne peut pas les contrôler sans comprendre et sans utiliser une approche réellement une seule santé intégrée multidisciplinaire. Donc, j'ai travaillé un petit peu partout dans le monde sur plusieurs maladies, mais surtout la cysticercose dont je vous ai parlé. Ça, j'ai eu des projets Mexique, Burkina Faso, Afrique du Sud, Inde, Chine, Tanzanie. Et j'ai travaillé sur la Schistosoma japonicum, donc la bilharziase asiatique, qui, elle, est présente dans seulement 3 pays. Donc, nous, on avait un projet aux Philippines. Et j'ai aussi fait des études sur l'échinococose où on essaie de mesurer l'impact tant chez l'humain que chez les animaux. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est d'un autre projet qu'on a fait au Burkina Faso. Et puis là, le Burkina, là, c'est un autre monde. Assainissement non amélioré, manque de latrines. Quand on a commencé l'étude en 2010, dans les milieux ruraux, c'est 94%. Accès à l'eau potable, 73%, ce qui est quand même… Puis là encore, je ne sais pas comment ils définissent, parce que ce que j'ai vu, ce n'est pas d'eau trop potable. L'index de développement humain, le Burkina est 183 sur 187 pays, puis ça n'a pas bougé depuis 2012. L'espérance de vie à la naissance, quand j'ai commencé, c'était 56 ans. Donc, en théorie, la majorité de mes collègues seraient morts pendant les études. Mais heureusement, ce n'est pas arrivé. Personnes de plus de 15 ans pouvant lire, 22%.
On était comme à 85 aux Philippines. Donc, c'est un monde complètement différent. Densité de médecins, 0,064 par 1000. On était 1,04 aux Philippines. Et il y avait 4 neurologues pour 16 millions de personnes en 2010 dans tout le pays. OK? Donc, la cysticercose causée par le ver solitaire, Ténia solium, commence avec l'humain qui a le ver adulte dans ses intestins, les humains défèquent à l'air libre. Quand il y a 6 des ménages qui ont une latrine, ce n'est pas surprenant. Le porc est coprophage, donc il va manger les selles humaines. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'il crée quand même de la viande en mangeant ça. Donc, s'il n'y avait pas de maladie, ce serait très, très, très écologique. Mais malheureusement, il y a des maladies. Et donc, les larves s'enquistent, font des kystes dans la viande. Ça ressemble un petit peu à des grains de riz. Les humains vont manger du porc mal cuit et puis s'infectent avec la téniose. Ça, en principe, ça ne cause pas de problème majeur. Le problème survient quand l'humain s'infecte avec les selles ou les œufs contenus dans les selles d'autres humains. Puis à ce moment-là, la larve fait comme chez le porc et se retrouve, entre autres, dans le cerveau, mais aussi dans les muscles. Puis d'ailleurs, le porc peut aussi avoir de l'épilepsie, puis ça peut aller dans le cerveau aussi. Donc, ça, l'image, là, on voit bien le cerveau, tous les petits trous, là, puis les petits points blancs, ben, ce sont des larves enquistées du parasite. Selon l'OMS, il y a quand même, en gros, la majorité des pays pauvres où il y a consommation de porc et peu l'assainissement est faible, on trouve la cysticercose. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est près de 30 des cas avec de l'épilepsie qui ont de la neurocysticercose dans les régions endémiques, mais ça peut aussi causer d'autres symptômes qui sont ignorés en général, des maux de tête très sévères, des accidents cérébrovasculaires, entre autres. Et la cysticercose, si on regarde seulement l'épilepsie, compte parmi les 5 maladies alimentaires avec le plus de DALYs, les Disability Adjusted Life Year, qui est une mesure de l'impact des maladies, mais qui est strictement anthropocentrée, qui ne regarde pas l'impact sur le reste de la société puis sur les animaux. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'en 2007, on a fait une étude préliminaire où on a étudié la maladie dans 3 villages. On s'est rendu compte que la prévalence était très élevée chez les porcs de 2 villages, entre 30 et 40 Et chez les humains, on était à peu près à 10 dans un village, un petit peu moins dans l'autre village. Et vraiment, ce qu'on a démontré de plus important, c'est qu'il y avait à peu près 45 des cas d'épilepsie qui avaient de la neurocysticercose dans les 2 villages qui élevaient des porcs. Nyonyogo, c'est un village musulman où il y avait à peu près pas de porc et pas de consommation de porc. Donc, quand on a vu ça, on a dit, OK, d'accord, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Donc, on a réussi à avoir une autre subvention pour développer une intervention éducative pour réduire l'impact de la cysticercose. Et au départ, ce qu'on voulait, c'était améliorer la production porcine. Donc, on a utilisé une approche de recherche d'implémentation qui s'appelle Pre-Seed Proceed. Pre-Seed qui est Predisposing, Reinforcing, Enabling, Constructive Education, Diagnosis and Evaluation. Ça, on l'utilise pour développer l'intervention. Et Proceed qui est Policy, Regulatory, Organizational, Construct and Education and Environmental Development pour évaluer. Alors, ça, je pense, c'est une des choses les plus intéressantes. C'est que, donc, on a commencé notre étude, on s'est dit, basé sur une expérience en Tanzanie, on s'est dit, on va montrer aux éleveurs de porcs comment élever leurs animaux en enclos, comment les nourrir avec des produits locaux pour qu'ils puissent faire plus de profit. Puis, on va contrôler la maladie en même temps. Génial, super. On va améliorer le statut socio-économique, tout le monde va être content. Bon. Le Pre-Seed nous dit, au départ, vous allez faire des discussions de groupe et des entrevues individuelles. Tout ça, on a collaboré avec des gens en sciences sociales et des anthropologues. Ils nous ont aidés à faire toutes ces belles entrevues. Et puis, on s'est rendu compte que les gens nous ont dit, c'est bien beau de nous dire de garder les porcs en enclos, mais pendant la saison sèche, nos enfants meurent de faim.
comment voulez-vous qu'on garde les porcs en enclos? Qu'est-ce qu'on va leur donner à manger? Non. Ce qu'on s'est rendu compte toutefois, c'est que les gens étaient très conscients du danger de la défécation à l'air libre. Alors, on s'est dit, OK, très bien, on va adopter une approche participative qui s'appelle le Community-Led Total Sanitation. Ça a été développé par Kamal Kar au Bangladesh. L'idée étant qu'on va dans les villages à plusieurs reprises, puis on discute avec les gens pour qu'ils aient honte de la saleté de leur village, et puis on leur parle avec le terme caca, du fait qu'il y a du caca partout, puis qu'il faudrait qu'ils deviennent fiers d'avoir un village propre. Donc, OK, super, on va adopter cette étude-là. J'ai envoyé des messages à Kamal Kar, il m'a jamais répondu. On a appris que le Burkina Faso avait adopté CLTS, donc Community-Led Total Sanitation, comme étant un outil pour assainir le pays, et ils travaillaient avec WaterAid pour le mettre en place. On est allé voir WaterAid, qui ont pris beaucoup de temps à nous répondre. Quand ils ont fini par daigner nous répondre, ils nous demandaient, grosso modo, la valeur de notre subvention de recherche pour mettre en place le CLTS et évaluer son efficacité dans notre étude. Donc, ce n'était pas possible, et puis on a eu donc un problème de politique et de gouvernance. On n'a pas été soutenu du tout par le gouvernement burkinabé, puis WaterAid, alors là, zéro. Tout ce qu'ils voulaient, c'était du fric pour leurs employés. C'est le danger de tous les projets de USAID des Nations Unies dans les pays pauvres. Ils payent les gens locaux des salaires que nous, on obtient ici, ce qui fait qu'il n'y a plus personne qui ne veut rien faire sans recevoir ce type de salaire qui, évidemment, avec un projet de recherche, on est incapable d'offrir. Plus, ce n'est pas éthique, à mon avis. Bon. Donc, on a heureusement trouvé un autre organisme, une autre ONG qui s'appelle Eau et assainissement pour l'Afrique, qui nous ont dit, savez-vous quoi, on va utiliser une autre approche participative qui s'appelle le Sahara FAST et on va l'adapter à votre problème. Et puis, ils nous ont fait plein d'essais, c'était merveilleux. Ils nous ont fait, je pense, une cinquantaine de dessins pour qu'on puisse utiliser cette technique dans les villages. Et on a aussi produit un film éducatif qui devait être d'une dizaine de minutes, qui s'est retrouvé à être une comédie de 52 minutes, parce que le producteur et le scénariste provenaient de la région de l'étude, puis ça l'intéressait, puis il voulait nous aider. Alors, contrairement à WaterAid, qui soi-disant devait aider le pays, on a eu des gens dans les arts qui nous ont permis de mettre en place une intervention pour contrôler cette maladie-là. Bon, ensuite, là, on a testé notre efficacité, on a mesuré l'infection, CAP, c'est Knowledge, Attitude and Practice, donc on a un petit peu essayé de voir le changement de comportement, pour ensuite essayer de voir, de mettre en place notre approche à plus grande échelle. Donc, juste brièvement, là, ça, c'est les belles images que nous ont fait Eau et assainissement pour l'Afrique. Donc, l'idée de cette approche de Sahara FAST, c'est on montre une image d'un village très, très sale, puis ensuite, on demande aux gens, premièrement, est-ce que vous préférez ça ou ça? Bien, évidemment, en général, ils nous disent ça. Et là, on discute avec eux à l'aide d'une cinquantaine d'autres images. Encore une fois, il faut se rappeler que le niveau de la proportion de gens sachant lire est très, très, très basse. Donc, on fonctionne avec des images. Donc, on leur demande comment on fait, quelles sont les étapes pour passer de là à là, puis qu'est-ce que vous pensez être en mesure de faire? Donc, on a discuté avec eux. Donc, on passait 3 jours dans chaque village avec différents groupes où les gens discutaient des solutions communautaires pour passer du village sale au village propre. Ensuite, on a notre film, La colère des génies, qui durait donc 52 minutes, qui explique tout le cycle de vie, qui met surtout l'emphase sur l'assainissement, mais essaie aussi de diminuer un peu le stigma face à l'épilepsie, mais ça prendrait plus que ça, là, c'est vraiment compliqué. Et aussi encourager les gens, s'ils en sont capables, de garder les porcs en enclos. Puis ensuite, il y avait une discussion d'à peu près 2-3 heures après le film pour s'assurer que les gens aient compris. Donc, l'étude s'est faite dans 60 villages de 3 provinces, juste à l'ouest, ça c'est Ouagadougou. Donc,
dans chaque département, on avait un village témoin, un village intervention. Et c'est comme ça qu'on a évalué l'efficacité. Donc, juste vous donner un petit peu une idée de comment ça fonctionnait. Prise de sang chez les humains, prise de sang chez les porcs, consentement éclairé individuel. C'est un petit peu compliqué d'être complètement individuel dans ces milieux-là, mais bon. Puis les porcs qui se couchent en général dans les poubelles, puis où sortent les eaux usées. Donc, le parasite est très heureux dans un contexte comme ça. Bon, même chose, j'ai mon ordinateur qui a fait vroom vroom pendant quelques mois. Et on s'est retrouvé avec, je n'irai pas dans les détails, là, mais en gros, notre intervention a permis de diminuer l'infection dans 2 des 3 provinces. Puis les 2 provinces où ça a fonctionné, c'est une culture beaucoup plus horizontale. Donc, chacun choisit pour lui-même. La province où ça n'a pas bien fonctionné, c'est beaucoup plus vertical. Donc, le chef dit « je fais ». Et on croit que peut-être que c'est une des raisons pour laquelle ça a fonctionné dans certains endroits, mais on était très encouragés que ça ait fonctionné parce que l'intervention, c'était 1 semaine. Donc, c'est quelque chose de très pérenne, durable, qui en principe pourrait fonctionner à plus long terme. Donc, en gros, selon moi, bon, pour les zoonoses, c'est évident qu'il faut une approche d'une seule santé, mais c'est bien possible que pour beaucoup d'autres problèmes aussi, il faudrait peut-être qu'on commence à penser de façon plus transdisciplinaire puis arrêter de penser en silo. Donc, notre intervention dans ce cas-là, on a vraiment fait appel à plein de domaines de recherche, tant les sciences sociales que les arts, ce qui est quand même chouette. Donc, ça, je l'ai dit, l'intervention dépend du contexte. Donc, dans le futur, ce qu'on voulait faire, quand on a terminé, on a voulu refaire une demande de subvention pour évaluer, aller encore plus loin dans le contexte puis essayer d'adapter l'intervention à chacun des contextes. Mais la situation politique, malheureusement, au Burkina s'est énormément dégradée. Donc, on n'a pas pu vraiment, puis avec la COVID, c'est carrément impossible. Donc, je ne sais pas, j'espère qu'on va être en mesure de retourner éventuellement, mais en ce moment, là, c'est complètement bloqué. Puis, une chose dans le futur là, que je ferais, c'est recruter des jeunes en gouvernance puis en Sciences Po. Parce que c'est vraiment ça qui nous a bloqués. C'était des problèmes de gouvernance et de politique. Et donc, c'est un petit peu décourageant parce que l'OMS et la FAO qu'on a invités à notre cérémonie de clôture ne se sont jamais présentés. Heureusement, les instances nationales sont venues, mais les instances internationales, ça ne les intéressait pas. Et ce qui était un peu frustrant aussi, c'est que le film, la chaîne nationale a refusé de le diffuser, mais on a pu le diffuser quand même sur une chaîne privée. Mais ça aussi, hein, c'est de la gouvernance, donc on a besoin de plus d'expertise de ce côté-là. Donc, comment on fait pour mesurer et appliquer l'approche d'une seule santé? Le problème, c'est que c'est très, très complexe, c'est très difficile. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se fait actuellement en essayant de réfléchir sur comment évaluer cette approche systémique, comment la mettre en place. Est-ce qu'il y a des frameworks? Excusez-moi, parfois j'ai des termes en anglais, j'ai vécu aux États-Unis trop longtemps. En tout cas, des frameworks pour évaluer la mise en place de ces programmes-là et leur efficacité. Donc, je voulais juste vous dire qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait, qui a commencé à se faire peut-être dans les 5-10 dernières années. Là. Ça avance beaucoup plus qu'avant.